Cette vidéo est sponsorisée par la super offre de Noël de NordVPN, mais ça on en reparle en fin de vidéo. Entre 64 et 68, la NASA a lancé des fusées Saturne 1, Saturne 1B et Saturne 5 vides pour préparer les futures missions lunaires. Aujourd'hui, on s'intéresse à ces fusées construites pour envoyer des maquettes dans l'espace. Tout commence en mai 64. La Saturne 1, petit lanceur, lance une série de vols tests de capsules boilerplate, c'est-à-dire de maquettes structurelles. Le but est simplement de tester si l'aspect extérieur est bon d'un point de vue aérodynamique, de masse, le tout sans avoir à réaliser une véritable et coûteuse capsule. La Saturne 1, elle, a déjà vécu quelques tests également. Cette fusée, bien plus petite que la Saturne 5, a tout de même des composants en commun, notamment l'étage S4 qui, dans le futur, servira à envoyer les astronautes directement vers la Lune. Les vols commencent avec AS-101, le 28 mai 64, qui emporte une fausse capsule, un faux module de service et même une fausse tour de sauvetage en orbite terrestre. Durant l'ascension, un des 8 moteurs du premier étage s'éteint prématurément, mais l'ordinateur de bord ordonne aux 7 autres de compenser en fonctionnant plus longtemps. Puis la séparation des 2 étages a lieu sans problème. Vu que le test visait surtout la phase de lancement, la mission est considérée comme réussie une fois l'ensemble en orbite. Il faudra 54 orbites pour que 3 jours plus tard, le second étage et la maquette de module de commande ne descendent naturellement du fait des frottements et brûlent dans l'atmosphère. Et ils se crashent dans l'océan Pacifique. La mission suivante, AS-102, est une reproduction quasiment à l'exact de la précédente, à l'exception de l'ajout d'un véritable propulseur RCS et d'une tour de sauvetage s'éjectant comme elle le ferait dans de vrais vols. Le lancement, en septembre 64, se passe également à merveille et le tout rentre naturellement dans l'atmosphère au-dessus de l'océan Indien après 59 orbites. La mission AS-103 combine tests pour Apollo et lancement de satellites. Quitte à lancer une maquette, autant utiliser la puissance de la fusée pour emporter quelque chose d'utile. C'est dans cette optique que l'AS-103 emporte, entre le S4 et le module de service, le satellite Pegasus 1, chargé d'étudier les micrométéorites en orbite basse. Le lancement est donc différent, puisqu'après le largage de la tour de sauvetage, le faux module de commande est largué et Pegasus reste attaché au S4. Tout se passe sans problème, et Pegasus devient ainsi la première charge utile, au sens propre, lancée par une Saturne 1 et restera actif pendant 4 ans. C'est d'ailleurs à peu près les mêmes lancements qui ont lieu en mai et juillet 65, quand AS-104 et AS-105 envoient 2 autres satellites Pegasus et d'autres maquettes de capsules Apollo en orbite. Seulement quelques améliorations mineures sur le guidage et des systèmes divers sont apportées à chaque lancement. D'autres capsules boilerplate sont utilisées sans être envoyées dans l'espace. Elles servent pour les tests de parachute, les entraînements de récupération en mer, les crash tests, ou encore pour entraîner les astronautes à l'évacuation de la capsule. Mais l'une de ces maquettes va avoir un sort qui, encore aujourd'hui, reste assez flou. En juin 69, un navire soviétique récupère près de Gibraltar une de ces maquettes. Les Américains, qui aujourd'hui encore n'expliquent pas vraiment à quoi elle a servi, avaient perdu la capsule en mer, quelques mois ou quelques années auparavant. Elle avait dérivé sans but jusqu'à sa récupération par les soviétiques. Ils étudient la maquette, qui semble n'avoir jamais vraiment volé, avec des signes de corrosion dus à son passage en mer. L'hypothèse la plus probable serait que durant un exercice classique, on aurait largué la capsule en mer, puis on s'en serait éloigné, et avec l'aide du transpondeur, on aurait essayé de faire un exercice de récupération. Sauf que le transpondeur aurait été arraché, et la fausse capsule perdue. Quoi qu'il en soit, elle est finalement rendue par les soviétiques aux États-Unis en 1970. Eddie Pugh a réalisé une enquête très poussée sur cette mystérieuse capsule, le lien est en description. Sur ce, reprenons le fil de nos vols de test. En février 66, les choses sérieuses commencent. AS-201, c'est sa désignation, est une mission qui est chargée d'envoyer une véritable capsule et un véritable module de service du tout nouveau programme Apollo. La capsule, de première génération, est équipée d'un bouclier thermique et d'autres vrais systèmes pour tester son fonctionnement. C'est la seconde vraie capsule produite puisque la première a été utilisée pour le test de la tour de sauvetage lors du lancement de la Little Joe 2, un mois plus tôt.
Ce vol-ci va servir à tester son fonctionnement dans l'espace, ainsi que tous les systèmes du module de service, dont le moteur SPS, qui est un composant critique puisqu'il assurera dans le futur l'arrivée en orbite lunaire et le retour vers la Terre. C'est aussi le tout premier vol de la Saturne 1B, plus puissante que la Saturne 1, et qui comporte une version améliorée du S4, le S4B, qui équipera les gigantesques Saturne V en tant que troisième étage. Le vol d'AS-201 se passe à merveille, mais n'est pas orbital. La fusée emmène la capsule et son module de service jusqu'à l'altitude maximale de 488 km. Puis le moteur SPS du module de service est rallumé plusieurs fois à des fins de test, ce qui précipite également la descente du vaisseau vers la Terre. Il entre dans l'atmosphère, déploie ses parachutes et est récupéré sans problème dans l'océan Atlantique. La mission suivante n'est pas AS-202, mais AS-203. Le module de commande et de service d'AS-202 essuyant des retards, c'est donc AS-203 qui décolle pour tester cette fois le S4B en orbite et plus particulièrement son carburant. C'est donc une fusée sans capsule qui décolle le 5 juillet 1966, uniquement surmontée d'une coiffe pour l'aérodynamisme, avec à bord des caméras qui filment l'intérieur du S4B. Il faut tester le système qui permet au carburant de rester en place durant toutes les phases du vol, y compris en orbite, pour être capable d'alimenter le moteur quand, lors des missions lunaires, il redémarrera depuis l'orbite terrestre pour emporter les astronautes vers la Lune. Le vol ne se finit pas vraiment comme prévu puisque lors d'un test de dépressurisation et de repressurisation, le S4B explose. Au-delà de cette fin inattendue, l'objectif principal, c'est-à-dire l'écoulement du carburant, est un succès et on passe ensuite à AS-202. C'est censé être la toute dernière mission non habitée avant AS-204, qu'on appellera plus tard Apollo 1. Il faut donc que tout soit testé en conditions réelles sur AS-202, avec les piles à combustible, les RCS et les systèmes de guidage. C'est en quelque sorte une répétition non habitée d'Apollo 1. Le vol ne dure qu'1 heure et demie, mais permet de tester absolument tous les systèmes de propulsion du module de commande et de service, et réaliser des manœuvres orbitales complexes. C'est d'ailleurs lors de ce vol qu'une caméra enregistre ces images, réutilisées depuis dans chaque documentaire sur Apollo 11. La capsule amérit dans le Pacifique Sud et récupérée par l'USS Hornet, qui aujourd'hui est devenu un musée et abrite la capsule. La mission suivante, AS-204 ou Apollo 1, doit emporter un équipage à bord de la capsule Apollo pour un premier vol de test habité. Mais suite à l'incendie lors de tests au sol qui coûtent la vie à l'équipage, tout le programme Apollo se retrouve remis en question à cause de nombreux défauts de sécurité et de gestion du programme découverts suite à l'accident. Tandis que de nouvelles procédures sont mises en place et que les capsules et leurs écoutilles sont revues, les vols habités sont mis en pause et sont remplacés par de nouveaux tests inhabités. Après les AS-100 des Saturne 1 et les maquettes, les AS-200 des Saturne 1B et les vraies capsules, entrent en action les AS-500 des Saturne 5. En novembre 67, la toute première Saturne 5 va décoller vers l'espace. La mission AS-501, qui va tester pour la première fois les étages S1C et S2, sert à évaluer le lancement d'une Saturne 5, mais aussi la rentrée à très haute vitesse de la capsule dans l'atmosphère en fin de mission, avec une chaleur reproduisant celle que subira le bouclier thermique au retour de la Lune. On appelle aussi cette mission Apollo 4, puisqu'après l'incendie d'AS-204, les veuves demandant que la mission hérite du nom Apollo 1, on renomme rétroactivement et officieusement AS-201 Apollo 1A, AS-202 Apollo 2 et AS-203 Apollo 3. C'est compliqué, mais c'est logique. Et c'est lors d'Apollo 4 donc que la Saturne V devient la fusée en service la plus puissante de l'histoire, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Les journalistes, habitués des lancements, s'apprêtent à découvrir le déchaînement de puissance de la fusée au décollage. Walter Cronkite, journaliste légendaire de la télévision américaine, se tient à quelques kilomètres du pas de tir au moment du décollage. 5, 4, we have ignition. All engines are running. We have liftoff. We have liftoff at 7 a.m. Eastern Standard Time. The tower has... My God, our building's shaking here. Our building's shaking. The floor is terrific. The building's shaking. This big glass window is shaking. We're holding it with our hands. Look at that rocket go into the clouds at 3,000 feet. The roar is terrific.
Look at it going. You can see it. You can see it. Part of our roof is coming here. La mission se déroule sans aucun problème. Une fois en orbite basse, le S-4B place le module de commande et de service sur une orbite fortement elliptique, avec une apogée à près de 20 000 km avant que le moteur SPS du module de service ne réalise une poussée afin de simuler une trajectoire de rentrée depuis la Lune. La capsule effectue une rentrée à haute vitesse et n'amérique qu'à 16 km du point prévu avant d'être récupérée par un porte-avions américain. Les caméras montées sur les différents étages et le module de commande enregistrent des images qui, comme celles d'AS-202, seront utilisées massivement dans des documentaires. C'est aussi lors de ce vol qu'un appareil placé dans la capsule prend des photos incroyables de notre planète. Apollo 4 est une réussite encourageante, quelques mois seulement après la tragédie d'Apollo 1. De quoi motiver la NASA à continuer les tests non habités. L'avant-dernière mission non habitée du programme Apollo, c'est Apollo 5, qui décolle le 22 janvier 68. À bord, on y met pour la première fois un module lunaire, mais pas question de se rendre vers la Lune. Monté à bord d'une Saturne 1B, le module lunaire est recouvert d'une simple coiffe, il n'y a donc aucun module de commande et de service sur ce vol. De plus, le LEM n'a aucun pied, puisqu'il ne servirait à rien. Les objectifs de cette mission concernent uniquement ces différents propulseurs, qui sont donc testés dans le vide de l'espace. Quelques problèmes surviennent sur le moteur de descente, mais le reste de la mission se passe exactement comme prévu, avec un allumage du moteur de remontée dans les conditions d'une annulation, c'est-à-dire avec les 2 étages encore attachés. Les 2 parties de ce module lunaire finissent par brûler dans l'atmosphère quelques jours après le lancement, et la mission est considérée comme une réussite, au point d'ailleurs que la NASA annule la seconde mission de test du module lunaire. Le LEM 2, qui devait faire ce second test, reste au sol et est aujourd'hui exposé au Air and Space Museum de Washington. La toute dernière mission de test en vol d'Apollo, Apollo 6, n'a pas rencontré le même succès que les précédentes. Deuxième vol d'une Saturne V, elle emporte tous les composants réels d'une mission lunaire, à l'exception du LEM qui est une maquette structurelle. L'objectif est d'emporter le train lunaire, c'est-à-dire le S-4B, le faux LEM et le module de commande et de service sur la route de la Lune, puis utiliser le moteur du module de service pour faire ralentir et revenir la capsule sur Terre. Mais tout ne se passe pas comme prévu. L'effet Pogo cause des oscillations très fortes sur la structure, arrachant des morceaux de la fusée durant le décollage. Des moteurs s'éteignent et le S-4B refuse de se rallumer pour compléter son orbite circulaire autour de la Terre. On décide donc d'utiliser le moteur du module de service pour rehausser l'orbite, au détriment du carburant prévu pour simuler une rentrée à haute vitesse au retour de la Lune. La capsule rentre donc dans l'atmosphère plus lentement que prévu, mais la chose ayant été simulée avec succès lors d'Apollo 4, la NASA considère que la mission est assez réussie pour passer au vol Apollo habité. Et c'est en octobre 68, 6 mois après Apollo 6, que le premier vol habité Apollo 7 décolle pour l'espace. Les vols de test non habités des missions Apollo font autant partie de l'histoire du programme que les vols habités. Ils ont permis de tester en conditions réelles tous les systèmes, pas à pas, et des composants qui permettront, quelques années plus tard, à Apollo 8 de tourner pour la première fois autour de la Lune, et à Apollo 11 et les suivantes de s'y poser. Toutes les capsules récupérées sont aujourd'hui exposées dans des musées ou lieux de fabrication, dans la pure tradition de conservation de l'histoire spatiale américaine. J'espère que cet épisode vous aura plu et si c'est le cas, vous pouvez comme d'hab laisser un like, commenter, vous abonner, manger des pommes et danser sous la pluie. Je remercie une fois de plus NordVPN de soutenir la chaîne, d'ailleurs il vous propose une nouvelle offre spéciale pour les fêtes de fin d'année, puisque pour l'occasion, vous pouvez profiter de 81% de réduction sur l'offre 3 ans, avec en plus 4 mois offerts et l'application de gestion de mots de passe NordPass, pour améliorer encore plus votre sécurité sur le web. Grâce à NordVPN, vous pourrez par exemple vous rendre sur Netflix Canada, ou États-Unis, et mater la sublime série documentaire A Year in Space, qui narre à la perfection la mission d'1 an sur l'ISS de Scott Kelly. Pour bénéficier de cette offre, rendez-vous sur nordvpn.com/stardust et utilisez le code STARDUST. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Stardust. Ciao.